Notre invité est arrivé sur le plateau. Quand je dis arrivé sur le plateau, c'est une grande manière de parler, puisque aujourd'hui, avec la situation et les nouvelles technologies, les nouveaux moyens techniques, nous pouvons être en France et être en même temps en Afrique. Et là, nous sommes aujourd'hui en Afrique. Nous sommes sur le continent africain. Nous sommes au Congo. Je rappelle que le pasteur Éric Impion réside aux États-Unis, mais là, actuellement, il est en démarche concernant son pays natal, le Congo. Et c'est pour nous un privilège, un véritable privilège de le recevoir. C'est un homme de lettres avec bien sûr des projets, de très bons et beaux projets. Et nous allons essayer d'en parler pendant bien sûr ces 2 heures qui nous est imparties. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi entre-temps nous envoyer vos questions. Donc ceci étant dit, nous allons tout de suite demander à notre invité de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Bonsoir Pasteur Jules, bonsoir à tout le monde. C'est pour moi un plaisir de retrouver la radio FM Espoir. Merci. Ça faisait un long moment qu'on n'avait pas échangé, qu'on n'avait pas parlé. Donc, je suis très content. Je sais que les gens étaient en vacances. Vous me suivez bien? Oui, absolument, impeccable, 5 sur 5. Je rappelle que la Légion est très bonne. Je rappelle que vous êtes actuellement du côté du Congo. Vous dites-nous un petit peu où vous êtes. Je suis arrivé hier de Kinshasa vers Matadi. Matadi qui fut Vivi, la première capitale de la RDC, ancien Zaïre. Et de Matadi, nous sommes actuellement dans la ville de Mwanda, en fait sur la côte atlantique congolaise. Et donc là, j'ai même passé l'après-midi sur l'océan, c'était merveilleux. Et donc à quelques mètres en fait de l'Angola. Parce que de là où on était, on pouvait voir les flammes des stations pétrolières angolaises. Et donc c'est là que nous sommes ce week-end avec pour une mission gouvernementale. J'aurai l'occasion d'en parler lors de l'émission. Absolument. Et voilà quoi. Donc, mais c'est quand même après disons 10 heures de route de Kinshasa quand même. Absolument. Donc, c'est vrai que, pasteur Éric, depuis quelque temps, je dirais que vous avez chaussé, entre guillemets, les souliers de cette histoire, qui est une histoire assez grandiose en même temps et parfois méconnue, qui est la question de l'esclavage, notamment la question de la traite négrière. La première question qu'on voudrait vous poser d'emblée, puisqu'on va entrer d'emblée dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a déclenché chez vous, je dirais, cette motivation? À quel moment donné que vous avez pris conscience qu'il faut faire un travail concernant justement cette mémoire? Je dirais 2 choses. La première, c'est plutôt que je me rende compte en fait, en sortant du Congo, j'avais une image de mon pays, de l'histoire de mon pays, je la connaissais, mais en étant à l'extérieur du pays, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses de ma propre histoire que je dirais pas que je maîtrisais pas, mais dont je ne prêtais pas très attention. Et cela est arrivé, en fait, cette connaissance d'une partie de l'ignorance que j'avais, est venue par 2 événements. Le premier, c'est toutes ces questions raciales qu'il y a aux États-Unis qui a depuis un moment relevé la question des égalités raciales, mais aussi, cela peut peut-être vous surprendre, le fait que je sois avec la radio FM Espoir m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment le fait sur la culture africaine. Ça m'a poussé à mieux me renseigner, mieux savoir, mais aussi toutes les questions liées donc aux questions des esclaves, la manière dont les Antillais en général, les Martiniquais en particulier, prennent cette question de la traite. C'est là aussi m'a ouvert les yeux. Le fait, par exemple, de voir que quel que soit le débat, la question de la traite revient sur la table.
Et donc, c'est des choses qui m'ont poussé, en fait, à me questionner sur moi-même, sur ce que je suis et ce que nous sommes, en fait, en tant que... Oui, la question qu'on peut aussi vous poser, c'est le fait que vous soyez, je dirais, vous êtes congolais, je dirais, de base. Je disais justement le fait que on va dire ça ainsi, hein, tu n'es pas martiniquais, tu n'es pas, entre guillemets, antillais, et pourtant tu as pris à bras le corps le sujet. En quoi justement, c'est ça la question de fond. Est-ce que en quelque part tu sous-entends, tu supposes que l'Afrique a quand même une part à prendre dans cette tragédie. Je disais, Pasteur Eric, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité au niveau, je dirais, puisque si vous prenez à bras le corps le sujet, c'est parce que vous sentez impliqué dans cette histoire. Justement, c'est ce qu'on voudrait bien comprendre. Si vous avez donné quelques explications, mais on aurait voulu comprendre ce qui vous a vraiment motivé pour vous engager dans ce travail que nous allons développer dans quelques instants. Voilà, donc vous êtes bien sûr sur la bonne fréquence. Vous êtes dans l'émission Gospel Plus, que je rappelle, l'émission présentée et réalisée tous les samedis que Dieu fait à partir bien sûr de 16h du côté des Antilles et bien sûr 22h du côté de l'Hexagone. Et puis aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Éric Impion qui se trouve actuellement du côté du Congo, puisqu'il est aussi originaire du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler avec lui d'un sujet important dont je rappelle la thématique. Quel avenir justement du souvenir de la traite négrière en Afrique? Et pour cela, nous allons en parler en long et en large. Et vous aussi, vous aurez cette possibilité d'intervenir. Donc voilà, donc je pense qu'il m'entend bien maintenant, Pasteur Éric. Voilà. Donc, je disais aujourd'hui, en clair, je vais abréger, raccourcir la question. On sait que vous êtes originaire du Congo. Donc, en tant que Congolais, qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous engager dans ce travail que vous avez, je dirais, entrepris depuis quelques mois et avec beaucoup, je dirais, beaucoup de succès? En fait, responsabilité tout à l'heure. Je pense qu'il y a une responsabilité morale à connaître son histoire, mais il y a aussi une responsabilité morale à corriger certaines fautes de l'histoire. Mais enfin, il y a aussi une responsabilité morale à transmettre l'histoire aux générations futures. Je pense que dans ce monde qui est aujourd'hui très complexe, il me faut, moi, bien connaître la mienne. Je la connais, mais comme j'ai dit, en allant vers d'autres peuples, en fréquentant les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Antillais de manière générale, mais aussi les Afro-Américains, ce qu'on appelle les African Americans, les Africains américains, j'ai cerné une façade de la vie que je ne connaissais pas avant, notamment les effets néfastes de la traite négrière, de l'esclavage, mais aussi les conséquences sociales, économiques, mais aussi psychologiques sur les communautés noires de manière globale. Ça, c'est d'abord donc la responsabilité de la connaître. La responsabilité de la réécrire, il est important, ce que moi j'ai découvert en fréquentant différentes communautés de par le monde, que la population congolaise connaissent cette réalité, ce qui n'est pas justement le cas en fait. Les gens dans les programmes scolaires, on parle de traite négrière de manière en survol en fait. Mais les questions telles que moi je l'ai découvert, des vérités profondes, les gens ne la connaissent. Donc il est donc important pour moi de la partager parce que si nous ne la connaissons pas de manière collective, il suffit pas que je connaisse la vérité de manière individuelle, mais si nous la connaissons de manière collective, je pense que les choses vont marcher. Et enfin, comme je le disais, la responsabilité individuelle et collective de travailler pour que nos enfants comprennent les choses. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai découvert de plus en plus des gens dans ma quête qui n'a pas commencé il y a quelques mois en fait. C'est depuis 2017 que je travaille sur ces questions. 2017, ouais. Je viens au Congo régulièrement, je me renseigne, mais c'est depuis 2019 que j'ai lancé vraiment le projet proprement dit. J'ai de plus en plus des gens qui se disent d'ascendance non seulement africaine mais congolaise, qui veulent visiter le Congo. Et moi, en tant que Congolais, je me dis où est-ce que je dois les emmener. Donc, il suffit pas d'avoir des gens qui veulent visiter le pays, mais encore faut-il savoir où les emmener, identifier les sites et tout ça, mais aussi savoir comment les amener. Et donc, c'est ce travail-là que nous avons lancé il y a justement quelques mois, mais les travaux de recherche ont commencé
il y a pratiquement 4 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez parlé de responsabilité individuelle, de responsabilité collective, et ça aussi on va en parler. Mais c'est vrai, c'est une question lancinante qui revient souvent. Hein, je la pose à brûle pour point comme cela. Souvent, on entend dire, souvent il y a certains qui disent, oui, voilà, j'aime pas trop les Africains parce que ce sont les Africains qui nous ont vendus. Qu'est-ce que vous répondez à cette objection? Euh, je voudrais, avant de répondre à cette question, expliquer en fait ce que je suis en train de faire au Congo. Mhm, absolument. Et ça permettra à beaucoup de gens de comprendre ma réponse. En fait, comme j'ai dit, j'ai comme ça des gens qui se disent ayant des sources congolaises. Quand je dis sources congolaises, c'est-à-dire que leurs ancêtres seraient venus de la région du et via la radio FM Espoir, d'ailleurs, j'en ai découvert plusieurs. Et aux États-Unis, on a comme ça un réseau qui nous a permis d'identifier plusieurs Afro-Américains. Et dans ce réseau-là, ce que nous souhaitons, ce n'est pas une obligation, mais nous souhaitons que les gens fassent des tests ADN. Vous savez, aujourd'hui, il y a des tests ADN qui peuvent permettre à une personne de découvrir les sources de ses ancêtres via une comparaison génétique. En proposant cela, on a découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient dans la majorité, le plus grand pourcentage de leur ADN viendrait de l'Argentine. Donc, on a lancé le projet. Ce que nous avons fait, nous avons voulu permettre à ces gens de visiter le Congo et de se reconnecter à leur histoire et à mieux connaître d'où est venu leurs ancêtres, ce qui est légitime. Malheureusement, en venant au Congo depuis 2019, je rentre, j'ai découvert que la question de la traite négrière n'était pas très abordée ou n'était pratiquement pas, ce qui rendait le travail très difficile. Comme ça qu'en 2021, on s'est dit si au lieu d'amener des gens, si les populations locales, si d'ailleurs d'abord les autorités politiques ne comprennent pas cette question, les populations locales ne comprennent pas non plus, ça serait difficile d'amener des touristes qui prétendent avoir des liens avec le Congo. Et c'est important de relancer d'abord les débats. Parce qu'en faisant de recherches, on s'est justement rendu compte qu'il y avait beaucoup de travaux de recherche qui avaient été faits. Dans la pratique, rien n'avait été. Donc, on a relancé le débat avec une conférence qu'on a dénommée la première conférence sur le tourisme mémoriel en République démocratique du Congo et qui avait comme thème repenser, reconsidérer le patrimoine historique et mémoriel de la traite négrière en Afrique centrale. Pourquoi nous avons parlé de l'Afrique centrale, pas du Congo? Parce que, selon les statistiques des Nations Unies d'ailleurs, 45 à 60% d'esclaves déportés d'Afrique viendraient de la région du Congo. C'est comme ça que donc on a gardé la vision globale et nous avions eu lors de cette conférence la présidence de la République de la RDC, du Congo-Kinshasa. Nous avons eu un conseiller spécial du président. Nous avons eu le ministre du Tourisme du Congo de Kinshasa. Nous avons eu le gouverneur de la province du Congo central. La province du Congo central est la partie, en fait, la partie congolaise de la région qu'occupait le Royaume Congo. Et donc à la frontière avec l'Angola en fait. Et nous avions eu beaucoup d'autres experts nationaux, mais nous avions eu aussi une délégation du Congo-Brazzaville parce que la question elle est globale. Du côté de l'Angola, que le Royaume Congo occupait plusieurs pays actuellement. Le Royaume Congo, c'est aujourd'hui ce qui c'était donc la RDC, l'Angola et le Congo-Brazzaville. C'est eux qui constituaient la grande partie le Royaume Congo. On a voulu impliquer ces acteurs-là pour relancer le débat. Et du côté de l'Angola, on avait la consul d'Angola installée en RDC. Donc on a relancé les débats. Ça a été un franc succès, un très grand succès, au point que le projet Route des esclaves de l'UNESCO, projet international Route des esclaves de l'UNESCO, qui avait été initié en 1993 et lancé en 1994, le projet en question au Congo-Kinshasa, le projet était en berne depuis très longtemps, mais alors qu'il avait tout un comité scientifique projet Route des esclaves. Donc la conférence a fait que nous ayons relancé le débat au niveau national. Et au moment où je vous parle, donc on a pendant 2 jours eu toutes les parties
impliqués, les musées, l'Office national du tourisme, les experts de différents milieux. On a eu aussi l'association des chefs traditionnels de la République démocratique du Congo. Et c'est là que justement, ça me permettra de répondre à la question que vous m'avez posée sur la responsabilité des Africains dans la vente des esclaves. Alors, donc le projet a réussi et ça nous a permis aujourd'hui à l'État de relancer les choses. Et donc voilà. Maintenant, lors de la conférence, cette question que vous venez de me poser a été posée aux orateurs. Nous avons eu d'ailleurs lors de la conférence le professeur Boukari Yabara Amsat, qui est d'ailleurs de temps en temps invité à participer aux émissions de la radio FM Espoir. Donc cette question avait été abordée et voici la réponse qui a été donnée. Il est clair que au départ, il est vrai que certains esclaves avaient été déportés avec la complicité de leurs frères. Il est vrai. Mais il est aussi prouvé que la proportion des esclaves déportés ou vendus par leurs propres frères était très infime. Et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, d'historiens, notamment africains, pensent que c'est une machination, est une idée folle qui a été lancée pour diviser le peuple noir. Parce que je n'imagine pas, si ce n'était qu'une vente d'Africains en Africains, il n'y aurait pas eu des millions d'esclaves déportés. Et pas seulement des millions d'esclaves déportés, il n'y aurait pas eu autant de morts parce que tous n'arrivaient pas à bon port. Donc c'est une question qui est, c'est une assertion ou c'est une situation qui n'est pas vraie, qui est en fait, qui a pour but de diviser le peuple noir et de les interdire, les empêcher de se réunir et de travailler sur le projet ensemble. D'où ma question, parce que je sais aussi que vous êtes pasteur, donc vous avez un regard assez éthique par rapport aussi à la question, mais nous savons, et nous allons aussi en parler, nous allons bien sûr revenir de manière plus tangible sur le projet et surtout sur ce que vous faites actuellement du côté du Congo, mais de l'Afrique de manière générale, mais surtout, c'est vrai que lorsque nous étions, en tout cas lorsque j'étais enfant, enfin lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai beaucoup médité sur, dans le livre de la Genèse, le chapitre 9, où il est parlé de la malédiction de Cam. Et après, j'ai compris l'impact que ce texte a eu tout au long de l'histoire, et notamment concernant la traite négrière, comment la malédiction de Cam, qui est quand même un texte qu'on trouve dans la Bible, qui est supposé être un livre, je dirais, d'amour, comment expliquer que ce texte a fait couler beaucoup d'encre et que ce texte a été à la base de 4 siècles de souffrance du peuple noir? Comment vous expliquez cela et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent mais oui, mais regardez, c'est à cause justement de ce texte que nous avons été déportés, emmenés dans la Caraïbe, et on a justifié de manière théologique la traite négrière. Il y a eu même des bulles, il y a eu une bulle du pape aussi qui a légitimé cette période. Donc comment expliquer qu'un tel texte se trouve dans la Bible? Je voudrais comment, je peux pas vous dire comment, ce n'est pas moi qui l'ai mis dedans, mais je voudrais d'emblée, avec votre permission, vous savez, cette question de malédiction de noir est une question très sensible. Je voudrais, avec votre permission, me permettre d'y répondre lors d'une émission spéciale sur cette question, parce que ça, c'est des matières très complexes. Je voudrais pas, si vous me permettez, oui, absolument. Oui. donner des éléments qui seront pas complets et qui feront que les gens croient à ceci alors qu'on ne devait pas le dire. Donc, si vous permettez, que l'on fasse une émission spéciale là-dessus. Mais je crois que par-dessus tout, cette question est une justification honteuse de ce que les gens veulent faire. Vous savez, la Bible aujourd'hui est une matière très complexe. N'importe qui peut l'utiliser comme il l'entend. Je me rappelle d'ailleurs de ce passage qui dit la parole de Dieu est comme un épée à double tranchant. Donc aujourd'hui, celui qui veut faire du bien peut utiliser la Bible pour le bien, et celui qui veut faire du mal peut utiliser la Bible pour le mal.
permettez-moi de répondre à cette question lors d'une émission spéciale pour que nous tenions compte de tous les paramètres attachés à cette question. Absolument. D'où justement ma question. Et je sais que si vous êtes du côté de l'Afrique, c'est aussi pour repérer peut-être les ports négriers. Est-ce combien de ports négriers qui existent en Afrique? C'est-à-dire là où partait, entre guillemets, là, je sais qu'il y a, on nous a beaucoup parlé de Gorée que j'ai eu l'occasion de visiter, mais il y a aussi Ouida, et je crois même aussi en Angola. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu, nous parler un petit peu des différents ports où les esclaves partaient d'Afrique pour la cavalerie? Pour l'instant, nous travaillons sur la RDC et je vous disais tout à l'heure que je suis du côté de Mwanda, que certains appellent Moanda, qui est à quelques mètres de la frontière angolaise. Et d'ailleurs, à travers, sur la côte congolaise de l'océan, vous pouvez voir l'Angola de l'autre côté. Donc, et en fait, nous avions lancé lors de la conférence plusieurs recommandations au gouvernement, mais aussi congolais à tous les niveaux. Comme on a dit, nous avions la présidence de la République, le gouvernement, membres du gouvernement, nous avions des sénateurs et consorts, et des acteurs sociaux, culturels. Alors nous avions recommandé lors de la conférence que la journée du 23 août, la journée de commémoration du souvenir de la traite négrière et de son abolition, soit commémorée sur un site lié à la traite. Et il y a plusieurs ports, notamment au Congo, par lequel partaient les esclaves. Je peux vous en citer deux. Il y a par exemple le baie d'Engaliema, la baie d'Engaliema plutôt, la baie d'Engaliema à Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est de là, notamment, que partaient certains esclaves qui traversaient le fleuve et allaient du côté de l'Angola vers la baie de Luango. Et d'ailleurs, il y a aussi, là où je me trouve actuellement, il y a un grand port, je crois que c'est l'un des grands endroits d'où partaient des esclaves, qui est appelé Siamfumo. Siamfumo, ça veut dire que le lieu du chef, en fait, si je peux le traduire abusivement. Et c'est là que c'est un grand port d'où sont partis la majorité des esclaves déportés du Congo. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler, comme nous l'avons dit. Pour nous, c'était pas seulement la commémoration. En fait, la commémoration, c'était lundi. Nous avions commencé avec une série d'activités. Et ce week-end, on lance la réhabilitation de ces lieux pour que ça soit un site mémoriel et un port au vrai sens du mot. Je me tiens à souligner ici que par exemple, l'île de Gorée n'était qu'une porte de sortie. Mais le site de Sianfum, par exemple, que nous allons visiter demain, qui est à 40 minutes de route de Mwanda, là où je me trouve, qui est une ville côtière de l'océan, mais aussi une ville pétrolière, parce qu'il y a des raffineries de pétrole ici, est plus important que le site de Gorée. Malheureusement, et c'est un site qui n'était pas valorisé, contrairement à ce que, par exemple, le Sénégal fait et le Bénin fait notamment avec Ouida. Ouida, oui, et donc, absolument. et je tiens aussi à souligner, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, la RDC est l'un des rares, pas le seul pays au monde ayant connu trois types de traite. Il y a la traite négrière, qu'on appelle aussi la traite transatlantique, qui touchait la côte ouest du Congo, frontalier au Congo-Brazza et à l'Angola. Il y a eu la côte est qui a connu la traite arabo-musulmane. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, où les gens étaient déportés du côté de la partie est du Congo, qui répartait par la Tanzanie et amenait les gens vers Zanzibar, vers le Moyen-Orient. Et ce qui est particulier, c'est que si vous allez dans la partie est du Congo, les traces arabo-musulmans sont encore là, en termes de nom, en termes d'habitude. Vous trouvez ces traces-là. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec une équipe d'archéologues qui ont visité certains sites. Jusqu'aujourd'hui, vous trouvez des sites liés à la traite des esclaves datant de plusieurs siècles. Donc, voilà à peu près. Et puis, il y a eu la traite interne, notamment sur la colonisation. Donc, je ne pouvais pas le dire clairement les grands sites, mais le site sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est le site de Sianfumu, qui n'est pas connu. Justement, comme on a dit, il n'y avait pas un travail qui était fait, Absolument. mais c'est le plus grand au Congo, l'endroit d'où partaient
les esclaves en Afrique centrale. Mais comment vous expliquez, entre guillemets, j'emploie un mot peut-être qui n'est pas forcément approprié, comment vous expliquez ce refoulement de cette histoire? Parce que là, vous êtes en train, en quelque part, si je puis dire, hein, vous me permettez l'expression, ou vous la retirez, vous êtes en train d'exhumer une histoire qui a été assez longtemps, je dirais, refoulée, en quelque part. Là, vous êtes en train de faire sortir cette histoire et d'essayer de faire connaître non seulement à vos pairs, mais à d'autres personnes cette histoire. Est-ce que je suis bien votre démarche? Vous savez, en fait, moi, je suis à la recherche, en fait, je suis pas allé à la recherche de mon histoire. Je suis allé à la recherche des questions qui m'avaient été posées, en fait, par des gens étrangers, américains, antillais, qui me posent des questions sur notamment ces matières. N'ayant pas, j'avais des réponses sur certains, mais sur d'autres, j'en en avais pas. Donc, je suis allé à la recherche de ces vérités, non pour moi d'abord, mais pour les autres. Et en les découvrant, je me suis rendu compte que cette question était importante, mais aussi très sensible sur la société congolaise. Et en la relançant, nous sommes, je dirais pas agréablement surpris, parce que le sujet n'est pas agréable, mais nous avons été étonnés de voir l'engouement que les gens ont sur cette question. Les gens veulent apprendre sur leur histoire. Les gens nous appellent de partout dans le monde pour apprendre. Je crois c'est vrai qu'on relève une question importante, mais aussi très complexe. Mais ce qui pousse les gens à venir vers nous, je crois que c'est plutôt le souci de la vérité, de connaître leur histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Oui, absolument, Voilà. c'est ce souci de vérité, mais aussi on peut vous poser la question aussi, en quoi justement on va le dire ainsi, se ressouvenir de cette histoire est quand même, je dirais, salvatrice, entre guillemets, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les Afro-Caribéens. En quoi cette histoire-là, le fait d'en parler, de mettre des mots sur les mots, cette histoire devient, je dirais, importante pour tout un chacun et en même temps bénéfique pour tout un chacun pour ne pas refouler, parce que je pense qu'à un moment donné, tout un chacun, on a essayé de refouler cette histoire, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a, à travers les questions qu'on vous pose, il y a ce souci d'une quête de vérité, c'est-à-dire connaître vraiment l'histoire sans la falsifier. Je dirais d'abord le souci comme on a dit, d'abord par rapport à nous-mêmes. Je vais vous donner l'exemple du Congo. Vous savez, on a tellement refoulé la question, j'aime le mot en fait. On a refoulé cette réalité, on n'a pas voulu la connaître. On s'est dit, ça ne nous concerne pas. Sous la traite, à l'époque de l'esclavagisme et la traite, il y a eu des millions de morts au Congo à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas seulement des millions qui sont partis, il y a aussi des millions qui sont décédés, ceux qui ont jeté dans la mer, ceux qui mouraient des maladies, ceux qui étaient tués, consorts. Et des millions sont décédés. Et nous avons connu dans ce pays, donc, comme on a dit, plus de 50% d'esclaves déportés viennent de la région du Congo. Et donc, le pays a été démembré des hommes forts, parce qu'on ne prenait pas les faibles, on prenait des hommes forts. Donc, dans la démarche de développement, le pays a connu un coup. Sinon, si on fait un peu d'humour, c'est vrai que c'est un sujet sensible, mais on fait un peu d'humour, mais si ils prenaient pas les hommes forts, on serait pas là aujourd'hui en train de faire une émission. Voilà, justement. Donc, quelque part, si on devait prendre des hommes forts pour aller cultiver ailleurs, ça veut dire que chez nous, il y a eu des problèmes des gens pour cultiver. Et donc, il y a eu des millions de morts. L'histoire s'est répétée sous la colonisation de Léopold II, où il y a eu encore des millions de morts, où c'était une forme d'esclavage, parce que on coupait les mains aux gens si ils n'arrivaient pas à ramener suffisamment mais ce que vous dites est quand même, bon, on fera pas l'exégèse de tout cela, mais non seulement on coupait les mains et les oreilles, mais on les brûlait aussi, hein, il faut le dire aussi, je pense. Oui, on coupait les mains, les oreilles, mais on coupait aussi les seins des femmes. Il existe des images aujourd'hui, des photos qui existent, il y a une documentation là-dessus, parce que vous n'avez pas ramené la quantité requise des VA, par caoutchouc, des VA, ou d'autres choses, des marchandises qu'on vous demandait.
Et l'histoire s'est répétée une deuxième fois. Et aujourd'hui, le Congo vit dans sa partie est du pays, mais aussi un peu partout dans le pays, principalement la partie est, depuis presque plus de 20 ans, une guerre qui ne dit plus son mot, avec des groupes armés multiples dans les régions minières, entre les implications des différents pays. Et on cite aujourd'hui près de 8 millions de morts. Je veux te rappeler ici que la guerre à l'Est a tué plus et la deuxième guerre la plus meurtrière après les deux guerres. Imaginez pour un seul pays, vous vivrez la traite avec des millions de morts, sur la colonisation la même chose, et là on vit la même chose. Et je pense qu'il est important pour un peuple comme le nôtre de réinterroger l'histoire, d'essayer de comprendre les choses. Parce que c'est la deuxième fois que l'histoire se répète. À un certain moment, on doit avoir le courage d'affronter l'histoire de manière claire. Ça, c'est du point de vue interne. Ça, c'est du côté interne RD congolais. Mais du côté régional, avec notamment certains pays voisins, il est clair que aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous avons connu des drames en commun, au-delà des limitations régionales ou les limites des pays tels que fait aujourd'hui sous la colonisation. Il existe aujourd'hui une réalité que nous avons connue ensemble. Comment la vivre ensemble? Comment la surmonter ensemble? Comment tirer, je dirais, comment dire, le bien du mal, un peu comme la Bible dit, de celui qui mange, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du lion sort du miel. Comment nous pouvons tirer profit de cela? Ça, c'est déjà au niveau interne, régional. Je suis content que si en RDC, nous avons relancé les choses. On m'a appris aussi que du côté du Congo-Brazzaville, les autorités locales étaient en train de lancer un projet et justement, on est en train de travailler pour interconnecter ces deux projets-là. Du côté de l'Angola, on est en train de travailler, comme on est déjà en lien avec l'ambassade d'Angola ici. Nous avons eu aussi lors de la conférence le consul de la République du Bénin qui était intéressé sur la question. Nous réfléchissons aussi à la question d'interagir avec l'expérience des Minoises. Donc, du côté congolais, il y a cette quête de vérité, mais aussi cette volonté d'arrêter ce cycle de tragédie qui nous arrive et qui n'en finit pas. Troisième chose, pour tous les Noirs, le mot noir ne me dérange pas du tout. Pour ceux que ça dérange, je leur prie de m'excuser. Ce n'est qu'une manière pour moi de m'identifier et tout, même si je sais que je ne suis pas noir, tel qu'on le dit, tel que la couleur noire est. De tous les peuples afro, de par le monde, il est temps pour nous de se reconnecter. Pas forcément en termes de royaume ou d'empire, mais de se reconnecter culturellement sur des projets pour bâtir quelque chose de meilleur. Et je pense qu'il est temps pour nous de ne plus se poser des questions sur ce que nous avons pas seulement subi, mais nous devons aussi nous poser des questions sur ce que nous pouvons faire ensemble. Parce que si hier nous avions subi, aujourd'hui, parce que ceux qui étaient en face de nous avaient une force meilleure que la nôtre, aujourd'hui, nous avons des gens diplômés qui ont étudié, qui ont de l'argent, qui peuvent se mettre ensemble pour faire des projets qui feraient avancer l'Afrique sous différentes formes. Donc, relancer un tel projet est intéressant parce que ça nous permet de nous reconnecter. Encore faut-il que des parts et d'autres, que nous trouvions des personnes de contact qui vont collaborer pour mettre les choses en harmonie. C'est vrai que la question, je pense, la question de fond qui vous taraude à travers ce projet, c'est, à mon avis, comment vivre ensemble en dépit des divergences, en dépit de l'histoire. Je pense que la finalité, c'est cela. Mais est-ce que, justement, ce vivre ensemble ne passe pas, justement, parce que vous avez employé deux mots que j'ai retenus, qui m'a interpellé, c'est repenser et reconsidérer. Donc, il y a une remise en cause qui s'impose et qui sous-entend qu'il faudrait quand même qu'on
soit assez clairvoyant pour accepter de cette remise en cause, parce que repenser, c'est se remettre aussi en cause. Est-ce que cette remise en cause, et je le dis tranquillement, ne passe pas aussi par je dirais par le religieux, par la religion, parce qu'on sait bien aussi que la religion, notamment chrétienne, a participé de manière explicite ou implicite à cette tragédie. Est-ce que, oui, bien sûr, je fais une parenthèse, il paraîtrait que le pape en 99, je ne sais pas trop quelle année, je n'ai pas la date en tête, avait demandé pardon, avait été agouré, demandé pardon, c'est vrai, mais est-ce que cette remise en cause, ce vivre ensemble ne passe pas par, je dirais, une remise en cause du religieux, parce que le religieux a participé de manière, je dirais, implicite ou explicite à cette tragédie. On se rappelle des 3 M, militaires, marchandises et missionnaires. Donc, est-ce que, on sait aussi que vous êtes pasteur, donc c'est pour ça que je dis que la question est sensible, mais est-ce qu'il ne faudrait pas la poser, parce qu'on dit qu'il faut repenser, il faut reconsidérer et en même temps il faut vivre ensemble. Est-ce que le vivre ensemble en toute authenticité ne passe pas aussi par une remise en cause je dirais, du religieux, et notamment des missionnaires, du travail opéré par les missionnaires? Est-ce que ce travail-là aussi, est-ce que ce vivre ensemble ne passe pas aussi par là? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr. Il m'a été posé cette question et d'ailleurs, nous avions un participant de la conférence a estimé que la conférence était une réussite à 65% parce que justement la question les questions liées à la religion n'étaient pas abordées et je pouvais comprendre en fait. Et je voudrais ici indiquer que je souhaiterais aussi, je vais quand même répondre à celle-ci, mais je souhaiterais qu'on fasse une émission spéciale pour ça, parce que c'est une question très sensible, pas seulement pour ceux qui sont par exemple aux Antilles, aux Amériques. Vous savez, en Afrique, cette question de religion a pris une autre direction. Aujourd'hui, par exemple, il y a les religions liées aux Noirs qui estiment que le christianisme d'une part est une religion des Blancs, d'autre part est un instrument de la colonisation et de l'esclavagisme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit bien pour l'homme africain. Et que même l'Africain qui se professerait chrétien d'une certaine manière et serait aliéné. Aujourd'hui en Afrique, vous avez des églises comme les églises kimbanguistes qui n'a pas été bâti. Simon Kimbangu était un missionnaire, était un baptiste, mais qui a travaillé aussi pour l'égalité de la liberté de son peuple. Aujourd'hui, c'est un mouvement spirituel puissant dans le monde et il y a plein de choses, il y a plein d'églises en fait qui font ça. Maintenant, la question serait, est-ce que devons-nous abandonner le christianisme parce que des individus l'ont utilisé à mauvais escient? Est-ce que c'est le christianisme qui est mal? Est-ce que c'est Jésus lui-même qui est mal? C'est toutes ces questions qu'il faut aborder. Pas seulement dans ce sens-là, mais aussi ceux qui estiment que le christianisme n'est que bon que pour les Blancs, pas bien pour les Noirs, et que le Noir se développerait s'il retournait au Dieu des ancêtres. La question que je me pose, et que j'ai même posé à quelqu'un, comment expliquer que vous qui professez ce genre de choses, vous ne faites pas meilleur que ceux qui vont dans les églises chrétiennes? Mais aussi, pourquoi, c'est une question que je me pose, pourquoi ces royaumes puissants que nous avons eus s'est facilement désintégré, pas facilement, mais qui s'est désintégré après quelque temps, qu'ils aient entré en contact avec la colonisation. Donc, ce sont des questions très profondes qui peuvent être abordées, comme je le dis, sur une émission spéciale. Mais ces questions de moi, je pense, du moins ça c'est mon avis, je crois que il y a des gens qui ont utilisé l'évangile pour des fins politiques et économiques. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à remettre en cause la foi chrétienne et tout ça, parce que la foi, elle est spirituelle. Ce que je vis est spirituel, il n'y a pas de contestation. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut repenser, mais je crois qu'il faudra vraiment du temps pour en parler.
Absolument. Justement, je vais juste la prolonger, mais je fermerai tout de suite la parenthèse parce que le constat, peut-être que vous ne ferez pas le même constat que moi, mais c'est peut-être un sentiment et aussi une vue de l'esprit de ma part. Mais j'ai le sentiment que le chrétien, entre guillemets, et notamment le chrétien évangélique, connaît parfaitement l'histoire de l'Ancien Testament, connaît parfaitement l'histoire de la Bible, mais ne connaît pas son histoire. C'est-à-dire très peu de chrétiens évangéliques, notamment afro-caribéens, parlent de leur histoire, ne connaissent pas leur histoire. Et donc, est-ce que finalement, c'est pas ça le danger, entre guillemets, de la religion, c'est sans, peut-être pas volontairement, mais de donner à l'individu à annihiler son histoire au profit d'une autre histoire, donc d'être à côté de lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas, vous avez parlé d'aliénation tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger d'aliénation du fait que j'annihile, je refuse de connaître ma propre histoire, ma propre trajectoire au profit d'une autre trajectoire. Est-ce que c'est pas là où il y a une remise en cause à faire? Oui, je crois qu'en tant que, pas seulement en tant qu'Afro-Caribéen, mais en tant qu'Africain, bon, en tant qu'Africain, c'est des questions profondes. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui contestent le christianisme partent justement sur base de ça. Malheureusement, le christianisme, en arrivant en Afrique, a aussi pris des directions, dans certains cas, tordues. Parce qu'on a Aujourd'hui, il demandé, y a le christianisme actuellement demande aux autochtones de renier totalement leur culture. Il y a un reniement culturel, en quelque part. justement, c'est ce que je voulais dire. Mhm. Il y a ces pasteurs, je dirais pas tous les pasteurs, mais il y a ces pasteurs qui disent carrément que la culture, la coutume, serait diabolique. Je me rappelle même une chanson en lingala, une chanteuse qui est même pasteur aujourd'hui a chanté que la coutume en Afrique, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, ma question, je suis d'ailleurs en train de travailler, comment être chrétien et garder ses valeurs africaines, ce qui est difficile en ce moment en Afrique. C'est d'ailleurs, vous remarquez que les gens ont du mal à être chrétiens, même s'il avait des noms fortement africains. Il ajouterait un Jean, un Matthieu et un Luc et un Barthélemy. Vous avez des gens qui changent de nom parce que, voilà, Dieu leur a donné une révélation dans la Bible. C'est toutes ces choses, en fait, qui des questions profondes. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se posent cette question et je vous assure, c'est compliqué. Mhm. Surtout pour nous qui sommes Africains, les gens, beaucoup de gens se posent cette question. J'ai un jour discuté avec un monsieur qui travaille aussi dans le cadre de la promotion du patrimoine mémoriel. Le jour où il a appris que j'étais pasteur, que je m'intéressais à ces questions, il m'a dit qu'il était heureux. Il trouvait un chrétien qui s'intéresse à ces choses parce que pour lui, ces choses souvent finissent très mal. Les gens finissent par abandonner Dieu. Et même moi-même aujourd'hui, certains voient d'un mauvais œil qu'un pasteur parle de ces choses. Ils disent, ah, il risque de très mal finir. Mhm. Donc c'est toute cette situation finalement qui dit, pourquoi est-ce que je connaîtrais l'histoire de la généalogie, certaines généalogies de la Bible, pourquoi est-ce que je ne chercherais pas à connaître la généalogie de ma propre famille? Je n'irai pas loin, je dis de ma propre famille. Aujourd'hui, je ne suis même pas capable de citer le nom de mon arrière-grand-père, parce que je ne connais pas. Vous imaginez, si déjà mon arrière-grand-père, je ne connais pas, c'est grave. Alors que dans la société occidentale, on parle des familles sur 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Aujourd'hui, George Washington, le premier président américain, lorsqu'on en parle, les États-Unis étaient indépendants en 1700, je crois, 76, je crois, si je ne me trompe pas. Mhm. Et moi, je ne suis pas capable de retracer mon ancêtre jusqu'à 1880, à la fin des années qui ont vu l'abolition de l'esclavage. Alors que, Parce que alors que justement, vous pouvez retracer la généalogie de Jacob, d'Ésaü, d'Abraham. voilà, est-ce que se poser cette question est-il un péché? Aujourd'hui, en tant que chrétien, beaucoup n'osent même plus réfléchir. Est-ce que se remettre en cause sur certaines questions, est-ce que c'est perdre la foi? C'est vrai que certaines questions ont poussé certains à perdre la foi. J'ai un de mes amis qui était pasteur, bon, il n'était pas encore, mais il servait le Seigneur dans son église, il prêchait.
et prédicateur, qui aujourd'hui a décidé de tout abandonner carrément. C'est vrai que la foi, elle est avant tout spirituelle, mais voilà, c'est des questions profondes. C'est des questions profondes qui existent. Donc moi, je me dis, voilà, je m'empêche pas de réfléchir. Voilà. Parce que ça revient à parler. Donc, c'est vrai que, comme vous dites, nous allons faire une émission spéciale là-dessus, parce que c'est vrai que le danger de la religion, c'est de donner à l'autre à renier son identité et à être autrement, à ne pas être soi. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est dans l'aliénation. Et la religion peut devenir, justement, je dirais tout simplement une béquille pour ne pas voir la réalité. Et c'est ça le danger, et c'est ça aussi, à mon avis, l'illusion. Et c'est vrai que on a du mal à poser cette problématique, mais je crois que la problématique afro-caribéenne passe par une remise en cause du religieux, de la réception, des modalités de la réception de cette dite bonne nouvelle, qui en réalité n'a pas toujours été une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont reçue. Et je crois que ce sont des questions difficiles à aborder, mais je crois qu'on l'aborde en toute tranquillité, et parce que c'est une réalité objective. D'où ma question aujourd'hui, est-ce qu'on peut mesurer, tout à l'heure vous avez parlé de conséquences économiques, hein, donc dans un premier temps, est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer les conséquences d'un point de vue économique en Afrique par rapport à ce départ massif, hein, cette déportation massive des bras forts? Est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer les conséquences en Afrique de ces départs, mais surtout aussi par ricochet, comment vous expliquez ce paradoxe? Vous m'avez parlé du Congo, on sait bien que le Congo, il y a tout au Congo, il y a du manganèse, il y a du pétrole, il y a du fer, il y a tout, donc la terre congolaise est la terre la plus riche au monde, et comment vous expliquez ce paradoxe? Je commence par les chiffres. Pour l'instant, je n'aurais pas donné des chiffres qui ne soient pas exacts. C'est vrai que j'ai entendu parler des chiffres en termes des études qui ont été faites, en termes des dégâts et tout ça. Mais je m'aurais creusé sur la question pour donner des chiffres exacts. Absolument, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a connu une perte incroyable. Comme je le dis, quand vous déportez une population jusqu'à 7-8 millions de personnes, il y a un peuple, parce que le Congo a à peu près 80 millions d'habitants actuellement, mais à l'époque, il n'y avait pas autant d'habitants. Donc, c'est près de 30 à 40% de sa population qui avait été déportée, population de l'époque qui avait été déportée, et la population forte, parce qu'on nous prenait des gens forts, des gens qui pouvaient travailler et être des bons serviteurs. Économiquement, ça freine les développements d'un pays, ça c'est clair. Certainement, comme je l'ai dit, on trouvera certainement des données plus nourries, mais aussi lorsqu'il s'agit des chiffres, il faut que ça soit une source crédible. Donc le temps pour moi d'avoir des sources crédibles, je reviendrai sur la question. Maintenant, sur les conséquences, la deuxième partie, vous avez parlé des conséquences voilà, sur le Congo qui a beaucoup de minerais, Oui. mais qui ne se développe pas. En fait, c'est toute cette question aujourd'hui. Vous savez, le Congo a connu plein de choses. Il y a la traite qui arrête de déporter les gens, mais le Congo a connu aussi la fameuse qu'on appelle la conférence de Berlin, et a été en fait la conférence sur le Congo, sur le partage du Congo. Aujourd'hui, le Congo est il a toujours été d'ailleurs, voilà, une propriété. Là-bas, il a été une propriété de Léopold II. Et puis ensuite, aujourd'hui, nous vivons une situation très complexe entre ceux d'un interne qui travaillent pour leurs propres intérêts, qui volent sur la corruption, mais aussi les assauts extérieurs, notamment des puissances mondiales qui passent par les pays voisins du Congo. Donc c'est une situation très complexe qui honnêtement me gratte la tête en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Si on venait prendre des esclaves chez nous parce qu'ils étaient forts, pourquoi n'avons-nous pas été capables de bâtir les choses? C'est toutes ces questions. On vit les pressions extérieures, des gens, des groupes armés, on vit, vous avez entendu parler du minerai du sang, et voilà, donc, et au-delà de tout, il existe un problème, il faut qu'il y ait un réveil, je crois, je ne dirais pas spirituel, mais un réveil identitaire du Congolais, de la société congolaise, pour qu'on soit en mesure de bien faire les choses dans l'avenir. Mais je vous assure, c'est un paradoxe incroyable que nous vivons. Comment pouvez-vous imaginer
que nous ayons beaucoup d'eau, beaucoup de ceci, mais nous importons du poisson. Comment imaginer? Du surgelé. Et je suis d'ailleurs content qu'actuellement, le nouveau pouvoir de Kinshasa est en train de faire des efforts. Je travaille, j'ai amené le projet, et je vois comment ils se sont impliqués. Aujourd'hui, on va organiser cette célébration parce qu'ils ont estimé que ce que nous avons apporté était intéressant, qu'ils pouvaient prendre et soutenir cela, quoi. Donc, je crois que c'est des questions incroyables qui nous fragilisent en interne. Je crois qu'il y a eu un moment dans l'histoire du Congo comme un dévissement des valeurs et qui a fait que les choses ne marchent pas comme il se doit. D'où ma question, pasteur Éric Impion. Hein. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Gospel Plus. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Éric Impion qui se trouve actuellement du côté du Congo et nous parlons d'une thématique importante, c'est vrai, certes sensible, mais combien importante. Quel avenir du souvenir de la traite négrière en Afrique? Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez aussi nous poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par SMS. Ce sera un plaisir pour nous. Donc, la question qui me taraude un peu depuis tout à l'heure, c'est la question de l'image. C'est vrai que le travail que vous faites, c'est une forme je dirais, de réconciliation entre l'Afrique, l'Amérique, enfin les Amériques, la Caraïbe. Donc, vous essayez de faire un travail de réconciliation, mettre des mots sur les mots. Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi retravailler l'image de l'Afrique? Parce que c'est vrai que souvent, même les Afro-Caribéens ont du mal à s'identifier à l'Afrique parce que souvent, on a une image, en tout cas, on nous renvoie une image de l'Afrique qui n'est pas forcément une image qu'on voudrait s'identifier à. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus au niveau de la communication, au niveau de l'image, pour montrer les aspects, je dirais, les aspects positifs de l'Afrique? Je crois que beaucoup d'Afro-Caribéens ne connaissent pas l'Afrique. Ils se contentent de ce qui est diffusé par les médias occidentaux et s'y font une image. Ils se contentent de ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais à l'université lors d'un cours. J'explique au professeur que je venais du Congo, un peu comme le premier jour de classe. Hein, chacun se présente. Et le prof me pose la question, une américaine blanche. Il me dit, tu viens du Congo? Il me regarde un peu avec un air bizarre. C'est comment le Congo? Mais nous, on sait qu'il y a que la guerre, il y a ceci. Je dis non, mais est-ce qu'il y a des villes modernes? Je dis, mais madame, c'est comme Washington, c'est comme Paris, c'est comme toutes les... Je crois qu'il y a cette image fausse du Congo, de l'Afrique, en fait. Cela est dû à deux choses. Les médias qui permettent de communiquer sur l'Afrique, ce sont les médias étrangers occidentaux qui proposent leur propre contenu. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de proposer ce que vous voulez. Et les médias africains qui pouvaient proposer du contenu positif, qui pourrait justement inciter beaucoup à se reconnecter à l'Afrique, ne diffusent pas aux Antilles. C'est ça aussi une autre question. C'est comme ça que nous faisons ce travail, non seulement de plaidoyer ici au niveau local, aussi aux États-Unis, mais aussi on essaie de montrer aux gens que l'Afrique, c'est pas ce que vous voyez. Je vous donne un exemple. On a fait venir certains Afro-Américains, on appelle les Afro-descendants, à Kinshasa. Nombreux n'ont pas voulu venir parce qu'ils estimaient que, selon les news qu'ils avaient, qu'il y avait la guerre au Congo. Alors que les troubles et certains groupes armés qu'il y a se trouvent à l'est du pays, à peu près à 2 heures et demie de vol. Donc, vous voyez qu'il y a un manque d'information qui existe, un manque d'information institutionnelle. Je le disais d'ailleurs lors d'une émission que j'ai été reçu dans une chaîne de télévision, j'ai dit qu'il fallait justement que nos institutions africaines communiquent mieux. Je sais qu'elles voudraient que les gens sachent de l'Afrique. Mais il y a aussi un travail individuel que nous devons faire, montrer aux gens. Nous avons fait venir ces Afro-descendants à Kinshasa. Ils sont venus et ils sont rentrés. Et c'était intéressant de les voir heureux d'avoir foulé le sol congolais. Maintenant, est-ce qu'on doit rester dans la critique? Est-ce qu'on doit rester dans ce qui est négatif? Je pense qu'il faudrait faire le pas, prendre courage et faire le pas, d'avancer vers l'autre. Autant nous le faisons avec qui veut nous tendre la main, pour qu'ensemble, qu'on redécouvre les choses. Et s'il y a des choses à améliorer, on en va améliorer. Mais tant qu'on sera dans une position
de méfiance, là-bas il y a ceci, là-bas il y a cela, rien ne va se faire. J'aimerais terminer en disant, ce qui est bizarre, c'est que l'image que certains médias occidentaux projettent sur l'Afrique est tellement désastreuse. Mais lorsque vous allez dans les régions, même les plus reculées, vous trouvez plein d'occidentaux là-bas. Apparemment, ce n'est que les Noirs qui ne doivent pas venir. Parce qu'eux, ils sont là-bas, plein dans les villages, dans les villes, partout. Le centre de Kinshasa, par exemple, le quartier chic de Kinshasa, qu'on appelle la commune de la Gombe, est un quartier il y a plein d'Occidentaux que des Congolais. Vous allez même dans les zones minières, ils sont nombreux. Mais comment expliquer que seuls les Afro, les Noirs d'Antilles un peu de partout, soient les seuls qui ne veulent pas venir? C'est aussi une question qu'on doit se poser. D'où cette question. Est-ce que ce changement, je dirais, de paradigme, de modèle, d'image, ne passe pas incontournablement par une volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté politique africaine de changer le statu quo? Est-ce que même si nous sommes tous des hommes de bonne volonté, mais est-ce que sans une volonté politique, on peut changer le statu quo? Je pense que ça sera difficile, ça sera très difficile de faire s'il n'y a pas de volonté politique. Je vais vous donner un exemple. Le Ghana a lancé l'année du retour en 2019. La présidence de la République s'y est investie. Aujourd'hui, on sait ce que ça a donné au Ghana. Aujourd'hui, nous avons lancé le projet d'abord sur le tourisme de mémoire, avec idée d'ouvrir le pays, qui est déjà ouvert, mais ouvrir le pays à un type particulier de tourisme culturel ou de mémoire. Mais comment allez-vous faire cela? Puisque pour que les gens obtiennent les visas, ils doivent passer par l'État. Absolument. Notamment par les ambassades et qui est attaché au ministère des Affaires étrangères. Lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, il faut assurer leur sécurité. Et cela passe par la police nationale, qui doit être informée sur ces questions, qui doit savoir que on reçoit des gens ici, donc qui passent par le ministère de l'Intérieur. Il y a le côté culturel de la question. Il faudrait que le ministère du Tourisme soit impliqué, et de la culture, et le ministère du Tourisme, parce que eux qui gèrent, notamment via ses services techniques, tous les sites historiques et touristiques du pays. Donc, et aussi, il faut dire qu'il y a des choses que, en tant que privé, nous ne pouvons pas faire parce que ce sont des domaines exclusifs de l'État. Des domaines exclusifs de l'État. C'est comme ça que nous avons, au-delà de notre bonne foi, essayé d'associer l'État. C'est vrai que nous aurions voulu avoir des millions, des milliards et faire les choses telles que nous le voyons, mais parce que les choses doivent se faire comme ça, nous les avons impliqués. Pour notre cas, la conférence avait été organisée sous le patronage de la conseillère spéciale du président chargé de la jeunesse, et nous avons impliqué, comme on l'a dit, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, l'Institut national des musées nationaux, parce que c'est eux qui sont chargés de préservation du patrimoine. Nous avons associé l'Office national du tourisme parce qu'on parlait tout à l'heure de la mauvaise image que certains de l'Afrique, du moins certains pays africains proposent. Et chez nous, c'est l'Office national du tourisme qui est censé faire ce travail-là. Et nous avions voulu les associer pour qu'ils comprennent leur rôle. Je crois que sans volonté politique, rien ne va se faire. Et aujourd'hui, nous sommes à Mwanda, à Sianfou, pour inaugurer ou poser la première pierre des travaux du site mémoriel, un des sites mémoriels important que nous avons dans le pays, d'où partaient par l'océan Atlantique les esclaves, la majorité des esclaves qui sont allés vers la Martinique et tout ça. Donc, il y a eu, dans une certaine mesure, je le dirais, c'est à cause de la volonté politique que les choses ont bougé. Même si elles n'ont pas encore bougé comme nous le souhaitons, mais les choses ont quand même bougé parce qu'il y a des gens qui se sont impliqués. Et d'ailleurs, pour le Congo, nous sommes en retard à l'égard de ce que d'autres pays font. C'est comme ça que je pousse avec mon équipe. Nous poussons avec plein d'émissions. Aujourd'hui, les gens nous écoutent. Bon, même si ça ne vient pas encore, l'essentiel pour nous, c'est de redémarrer. Sans volonté politique, il est impossible de faire un travail sérieux. Absolument. Aussi, c'est peut-être une question un peu
personnelle peut-être, eu égard de ne pas répondre à cette question. La question qui me préoccupe aussi depuis tout à l'heure, est-ce que le fait, parce que je sais actuellement là où nous sommes en direct, vous êtes du côté de l'Afrique, notamment au Congo, mais vous résidez aux États-Unis. Est-ce que c'est un atout? Le fait de résider aux États-Unis est un atout qui change un peu le regard et qui vous donne une certaine crédibilité par rapport à votre projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien évidemment, bien évidemment. Et vous savez, le fait que je vienne des États-Unis, j'apporte d'abord, Une la plus-value? crédibilité Mhm. n'est pas d'abord liée, n'est pas seulement liée au fait que je vienne des États-Unis. N'importe qui peut venir des États-Unis, mais il n'implémentera pas un tel projet. Le problème, c'est que les États-Unis m'a permis, comme je le disais, d'entrer en contact avec une réalité que quelqu'un qui vit à Kinshasa ou à Lubumbashi ou bien dans les terres africaines, quels que soient les documentaires ou les films qu'il regarderait, n'aura pas forcément cette même réalité-là. Le racisme, moi j'ai connu ça aux États-Unis. Pas de manière claire, mais vous voyez les actions des gens, comment elles s'opposent, comment elles se positionnent. La discrimination, je l'ai connue. Donc, euh, euh, le fait que je vienne avec ce langage-là en disant, il n'y a pas que la matière, je connais ces gens-là, je vis avec eux. Ça donne plus de crédibilité dans le travail. Mais notre crédibilité vient du fait que jusque-là, nous avons d'abord là-bas la conférence, nous l'avons financée nous-mêmes avec moi-même et mon équipe de partenaires individuels. Donc, c'est toutes ces choses qui font que les gens se disent, ah, lui, vous savez, il vit pas ici, il vient avec un projet, il connaît ces gens, donc il ne nous pose pas de problème. Et puis, il ne court pas, il ne quémande pas l'argent. Il fait ses projets parce qu'il les aime. Nous l'accompagnons autant qu'on peut. Comme ça réussit. Donc, le fait d'être aux États-Unis est justement une réussite, est un atout, en fait. Mhm. Est un atout pour la réussite de ce projet. Mhm. On peut vous poser la question à brûle pour point ainsi. Vendez-nous votre projet. Donnez-nous ce désir, cette envie d'entrer avec vous dans le projet. Donc, parlez-nous de manière détaillée de ce projet. Voilà, en clair, vendez-nous ce projet. On vous écoute. C'est aussi clair que ça. Mhm. Je crois que nous avons discuté avec vous, j'ai discuté avec toi plusieurs fois Absolument. sur le Congo. Vous m'avez parlé de comment il y a des plats, comment il y a des manières, comment il y a des termes dans le jargon martiniquais ou même guadeloupéen, bref, dans le jargon antillais de manière globale. En lien avec le Congo. Imaginez un seul instant que je vous offrais l'opportunité de venir au Congo pour voir ce que c'était. Imaginez un seul instant que je vous donne l'opportunité de venir voir, au lieu simplement d'en parler à la radio, de venir voir vos propres yeux. Venir à Kinshasa et je vous emmène dans le port où est parti sans doute votre arrière-arrière-grand-père. Imaginez simplement ce moment d'histoire incroyable et inoubliable. Et c'est ce que justement nous voulons faire. Je ne dirais pas que nous voulons faire, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait venir lors de la première conférence à Kinshasa 3 Afro-Américains. Et d'ailleurs, nous voulions faire venir Jelem Marius, qui avait même obtenu son visa, mais qui a fait qu'il n'a pas voyagé. Donc, nous vous disons, les gens vont en Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas contre que les gens aillent à Gorée, au Ghana, au Sénégal, au Bénin. Nous voulons vous dire que 50% des esclaves, des déportés, ne venaient pas du Sénégal ni du Bénin, venaient de la région du Congo. Vous pouvez venir ici et nous pouvons vous aider à venir, à visiter et à vous faire, vous savez, à vous faire votre propre œuvre, à reconstituer votre histoire. Je vais vous dire vrai. Vous savez, votre mère, quel que soit son niveau de pauvreté ou quelle que soit votre richesse, que vous soyez président ou pas, le jour où vous allez chez elle, même si elle est pauvre, si elle vous offre un bol de riz, vous le mangez. À moins que vous ne soyez pas quelqu'un de normal. Le jour, mais quel que soit votre niveau, votre mère peut vous appeler et vous dire quelque chose et vous écouterez. Non parce que elle est plus forte que vous, parce que c'est votre mère. Et je voudrais justement attirer l'attention à ceux qui nous écoutent en disant, vous avez l'opportunité de vous reconnecter
à vos familles, je ne dirais pas famille, mais vous reconnecter à votre histoire. Qu'est-ce qui vous empêche de venir? Continuerez-vous à suivre les médias, comme je l'ai dit? Il y a plein vous allez au Congo, dans les vols, Air France, SM Bruxelles, c'est les Congolais et c'est plein de Blancs qui viennent tout le temps. Donc, vous attendez, les Occidentaux viennent. Ils vivent ici, ils travaillent ici. Pourquoi est-ce que les autres peuples ne veulent pas, d'autres peuples abusivement appelés noirs, ne veulent pas venir? Nous vous disons, vous pouvez venir, visiter cela. Je vous assure, on fait un travail extraordinaire. Vous verrez les images demain. Dans la semaine, on aura l'occasion. Nous avons même amené l'équipe de TV5 Monde qui a fait le voyage avec moi, qui certainement, si tout se passe bien, va balancer une séquence l'un de ces 4 matins. Nous avons des journalistes internationaux que nous avons invités et les images ne seront pas seulement filmées normalement. Nous avons aussi amené des drones pour prendre la vue aérienne de la situation. Je vous assure, c'est un travail extraordinaire. Moi-même, je ne suis jamais venu ici, mais j'ai déjà dit à mon équipe que voilà, la cérémonie, c'est demain. On va passer une nuit de plus ici, quoi. C'est des endroits paradisiaques. Je vous dis paradisiaques. Des choses qui se passent ici. Et nous voulons vous amener ici en toute sécurité. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons à cette cérémonie, pour revenir à la question de l'implication de l'État, 4 ministres du gouvernement central, notamment le premier ministre congolais Sama Lukonde devait faire le voyage. Malheureusement, son agenda n'a pas permis. Il a délégué le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il est là. Je venais d'être avec lui il n'y a pas longtemps. Il a aussi, il y a dans la délégation Madame le ministre. Je ne sais pas si on dit la ministre ou le ministre, mais Madame le ministre de la Culture qui est avec nous, le ministre du Tourisme et nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est dans la délégation. D'autres ministres devaient être là, sans compter le gouverneur du Congo central. Comme j'ai dit, c'est la partie congolaise de la RDC qui occupait le Royaume Congo. Et donc, les ressortissants de la province du Congo central, on les appelle les Né-Congo. Vous voyez le lien? Les ressortissants du Congo central les appellent les Né-Congo. Donc, on a plein d'officiels et on a réuni ce comité-là avec le comité scientifique du projet route des esclaves et ma fondation, la fondation Eric Impion Foundation, parce que c'est nous qui avons lancé le projet. Nous avons réuni toutes ces personnes, notamment avec les chefs traditionnels, pour justement, ne perdez pas votre fil, parce que ça fait 2 fois que vous parlez des chefs traditionnels. Dites-nous en quelques mots et comment vous régulez, vous gérez cet état de fait, parce que c'est vrai que je reviens entre guillemets à la religion, mais c'est vrai que souvent la religion nous a donné à renier nos traditions, nos cultures, nos coutumes, notre identité en quelque part. Donc comment vous arrivez quand même à mettre en équilibre cette part justement de votre projet? Je vais terminer la première et je réponds. Donc je disais que nous avons toutes ces personnes parce que nous voulons bien faire les choses. C'est vrai qu'il y a des questions liées à la sécurité, liées au visa, parce que lors de la dernière conférence, beaucoup de questionnements avaient été faits et nous poussons pour que les choses se fassent bien. J'aimerais dire une chose. Pour une personne, j'aimerais dire que le plus grand projet pour une personne, c'est de vivre avec ses parents. Et tout celui qui ne connaît pas ses parents paierait tout ce qu'il peut pour ne fût-ce que connaître sa mère et son père. D'où ma question encore, d'où une autre question, Pasteur Rick, mais je vous laisse développer justement de nous vendre ce projet. Est-ce que vous nous dites en creux ou de manière explicite que la mère Afrique reste toujours les bras ouverts en attendant le retour de ses enfants? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? C'est le langage clair. C'est le langage clair. Quel que soit l'état de votre mère, je vous ai dit, vous irez la voir. Vous n'éviterez pas d'aller voir votre mère parce qu'elle est pauvre. Vous la visiterez. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre. Savez-vous que l'Afrique, telle que vous la pensez, elle n'est pas comme ça. Il y a des villes
plus moderne ici que la Martinique. Vous allez à Kinshasa, à Kinshasa, vous avez des appartements à 1 million de dollars. Vous avez des parcelles à 2,5 millions. Mais ça, on ne voit pas ça dans les médias. Ouais. Justement, c'est ce que j'ai dit, C'est les comme médias Haïti, hein, c'est comme proposent Haïti, hein. Haïti, il y a des endroits extraordinaires, il y a des plages extraordinaires, mais on nous montre toujours, c'est quand il y a une catastrophe qu'on parle d'Haïti, et notamment les Antilles aussi, c'est quand il y a l'épidémie qu'on parle des Antilles. Voilà, donc je pense qu'il faudrait quand même que, à un moment donné, qu'on puisse quand même recadrer gentiment, mais tranquillement ces choses. Et en quelque part, on n'est pas dupe, hein. On voit bien, c'est quand il y a une catastrophe qu'on montre certaines choses, c'est quand il y a une épidémie qu'on montre certaines choses, alors qu'il y a il y a autre chose qu'on peut montrer pour valoriser et donner justement à penser autrement. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de faire ça ainsi? On va pas le dire ainsi, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait pas toujours montrer le verre à moitié vide, mais le montrer aussi à moitié plein. Voilà, je ne sais pas si tu m'entends, si notre invité nous entend. Donc, on a peut-être une petite coupure par rapport justement. Donc, je vais faire une petite pause musicale, puisque c'était prévu qu'on fasse une petite pause musicale. Et après quoi, nous allons amorcer, bien sûr. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Donc, vous êtes l'émission Gospel Plus, émission présentée et réalisée, comme vous le savez, tous les samedis que Dieu fait à partir de 16h du côté des Antilles et bien sûr 22h du côté de l'Hexagone. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Éric Impionla. Je crois que vous m'entendez mieux là. Oui, je vous entends mieux. Oui. Je disais donc que le site, par exemple, où nous avons tenu la réunion avec les membres du gouvernement aujourd'hui, est un site paradisiaque, avec vue sur l'océan. Et lorsque j'ai vu les vagues qui s'abattaient sur la plage, je me suis dit, comment on ne fait pas du surf ici? Le vrai problème, c'est la valorisation. Et je vous annonce d'ailleurs que dans le prochain, nous allons organiser un autre événement avant la fin de l'année où nous allons parler justement de la valorisation de ce patrimoine. Concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous allons lancer des projets concrets. Et nous avons déjà des partenaires qui veulent s'associer au projet et tous ceux qui nous écoutent via la radio FM Espoir, qui veulent faire le déplacement pour Kinshasa, contactez-nous. Je vous assure, vous ne regretterez pas. Il y a des plages incroyables ici. Il y a des choses incroyables. Je ne parle pas des animaux, je parle des choses incroyables. Et nous voulons mettre ça en avant. Alors, vous m'avez parlé des chefs traditionnels. Il m'avait posé une question avant de parler des chefs traditionnels que j'ai oublié. Oui, je parlais justement de l'image, mais vous avez répondu de manière globale, mais c'est vrai que la question de justement ayant trait justement aux traditions, si je disais tout à l'heure que c'est vrai que nous... Voilà ce qui se passe avec les chefs traditionnels. Il se pose un problème aujourd'hui. La tradition, c'est quoi? C'est le fait que je porte le nom Impion, pas Smith, pas Dupont. La tradition, c'est ce que je suis. La culture, c'est ce que je suis. Le fait que je mange du foufou et que je ne mange pas du Viagra comme aliment de base, que je ne mange pas ceci ou cela, c'est ce qui fait que je sois congolais. Le vrai problème, c'est que nous devons faire le choix entre la culture, ce que nous sommes, et certaines traditions qui nous estimeront pas bien pour. Et c'est toutes ces questions dont nous voulons parler. Alors avec les chefs traditionnels, voilà ce qui se passe. Nous allons amener des touristes dans un site, dans un village qui sera aménagé avec des lieux touristiques. Mais pour y aller, il faut, vous allez rencontrer des villageois, vous allez rencontrer des gens qui vivent dans ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, il y a un chef traditionnel. Vous faites quoi? Vous l'ignorez parce que vous estimez que vous parlez en langue, ou vous l'associez dans le projet pour que lorsque les gens viendront, qu'ils les accueillent avec joie et qu'ils les expliquent ce qui se passe. Il est impossible de faire un tel projet sans associer les chefs traditionnels. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai discuté avec le président des chefs traditionnels du Congo, qui a fait le voyage avec nous. Il nous a dit ceci. Il se pose un problème, par exemple, de droits des peuples autochtones lorsqu'on va valoriser certains sites. Imagine, par exemple, le site qu'on veut valoriser est un site qui est dans un village. Pour eux, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu sacré. Imaginez que l'État, avec l'UNESCO, avec la fondation Éric Impion, va valoriser ce site, va mettre de l'argent. Et puis après, qu'est-ce qu'eux deviennent? Les gens viennent, visitent, sont contents, mais qu'est-ce qu'eux deviennent? Et c'est des questions dont il faut discuter. Donc il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait une répercussion aussi, une plus-value pour ces personnes, c'est ça? Pour eux, oui, il est clair. Vous ne pouvez pas venir exploiter le pétrole dans un village, vous prendrez partir alors qu'eux n'ont même pas de centre de santé. C'est des questions que j'ai discuté aujourd'hui avec les chefs traditionnels. Donc, on est en train d'aller vers ça. Comment voir? Donc, le vrai problème, c'est savoir mettre le débat.
C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne veux pas d'abord aller sur des débats, des questions religieuses, parce que ça va Sensible. beaucoup nous diviser. Oui, oui. Je voudrais que nous restions sur des questions essentielles, qui est culturelles, et pas de questions de patrimoine, car elles nous intéressent. Mhm. Donc, j'ai discuté avec les chefs traditionnels. Comme je l'ai dit, c'est pas comme à Paris où tu vas, comme à Paris d'ailleurs, tu dois voir le maire. Tu dois voir le maire. Tu vas pas entrer dans une ville et venir organiser un concert sans une autorisation de la mairie. Il y a une procédure à respecter, oui. Oui, oui. Mhm. Il y a une procédure à respecter. Tu peux pas aller dans un village et dire que moi je veux faire ceci. Il y a un chef de village, il y a un chef de secteur, il y a un administrateur du territoire qu'il faut associer dans le projet. Et c'est ce que nous faisons. Nous leur disons, avant de donner la conférence, la parole lors de la conférence, en disant, associez-vous à nous, venez, parce que, je vais vous dire vrai, tu viens de la ville, tu viens des États-Unis, tu viens de Paris, tu vas dans un village, tu ne connais pas les gens, tu ne vas pas venir leur donner des ordres. Il faut que leur leader leur parle pour dire, ouvrez la voie à ces gens qui sont nos frères. Et c'est comme ça, c'est une loi naturelle. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec eux? Au nom de quoi? Au nom de la religion? Au nom de la foi chrétienne? Non, je pense que ce sont des règles de base d'une gestion sérieuse, en fait, des hommes. On va en parler tout à l'heure parce qu'il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On va faire une petite pause musicale. J'avais une dernière question avant la pause musicale et on va parler aussi parce que c'est le fait une telle entreprise de votre part demande une gestion énorme, que ce soit sur le plan éthique, le plan financier, etc. Ça demande quand même un savoir-faire. Donc on va en parler tout à l'heure. Donc la question aussi que je voudrais vous poser avant la pause musicale, en quoi, à votre avis, ce devoir, ce travail de mémoire est nécessaire justement pour se reconnecter à son histoire? Elle est simple. La nécessité, je la vois dans le résultat. Imagine que j'ai lancé la conférence a eu lieu au mois de mai. Les recommandations, nous l'avons vulgarisé dans les médias. Aujourd'hui, c'est 4 membres du gouvernement central fait un déplacement. Et d'ailleurs, si les choses étaient bien organisées, le président de la République lui-même devait être présent. Imaginez un seul instant. Imaginez l'impact de notre action. Oui, c'est un cachet important. Alors, imaginez simplement ce que nous serons devenus. Imaginez simplement que le Congo-Brazza d'en face a entendu parler de notre projet et veut s'allier avec nous parce qu'eux aussi veulent faire quelque chose, font quelque chose dans ce sens, mais il faut qu'ils se connectent avec nous et ils veulent un partenaire sérieux du côté de Kinshasa. Imaginez un seul instant. Imaginez l'impact national. J'ai reçu ce soir un appel d'une dame qui m'a appelé du Canada, qui en fait réunit, c'est un groupe de professionnels congolais qui travaillent pour la promotion ils se mettent ensemble pour des projets. Imagine qu'ils veulent s'allier et se disent, on n'a jamais entendu ça, on se pose toujours des questions, mais on ne savait pas par où commencer. Et vous faites ça, on se dit, on entre dans le projet. Imagine ce que serait devenu. Aujourd'hui, on a rencontré le représentant de l'UNESCO au Congo, qui est, je crois, burkinabé, je crois, qui a entendu parler de ce que nous avons fait. Il est très content. Imagine que l'État est en train de se réveiller. Nous prions que les choses avancent encore un peu plus. Imagine l'impact. Donc, je crois que le plus important, c'est l'impact. Ce n'est pas le reste. Faisons du travail. Et le reste, la nécessité, elle se voit. S'il n'y avait pas de nécessité, il n'y aurait pas eu autant d'impact. Absolument. Je vous propose une petite pause musicale, le temps de prendre un petit café chaud. Il nous reste à peu près 20 minutes à passer ensemble. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à vous, pasteur Éric Impion, d'avoir accepté notre invitation. En dépit, je sais que vous organisez ce projet pour demain. Et depuis quelques mois, vous êtes sur ce projet aussi. Nous sommes conscients que cela avance par rapport aux images que vous nous envoyez. En tout cas, merci et surtout, nous voulons vous encourager dans ce sens et je crois que c'est important justement la thématique que vous avez choisie. C'est pas une thématique facile. Parler aujourd'hui de la traite négrière et de ses conséquences et aussi en tant que pasteur de surcroît, je crois que cela relève, je dirais, de l'intelligence, mais je crois qu'on ne peut pas, à mon avis, jouer à la politique de l'autruche. Je crois que la guérison, même la réconciliation, le vivre ensemble passe par cette réflexion qui, à mon avis,
avis, demeure indéniable. Hein. Même si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas renier notre identité, nous ne pouvons pas renier notre mère. Et je crois qu'il y a une remise en cause qu'on doit accepter de faire, que nous ne le voulions pas, pour devenir soi. Donc, ceci étant dit, je vais faire une petite pause musicale et après qu'on se retrouve pour amorcer, bien sûr, notre descente. Merci d'ores et déjà à tout un chacun d'être là. Merci pour chaque internaute et aussi vous qui êtes sur le 97.3 MHz. Vous êtes dans l'émission Gospel Plus. À tout de suite, petite pause musicale. Bo lingo na kolo, bo lingo na kolo, inoso na mokili, ta la ne kulusu, ne kulusu, mi pesi poto bika, poto bika, bo lingo na kolo, bo lingo na kolo, inoso na mokili, la ne kulusu, mi pesi poto bika, poto bika, bo lingo na kolo, bo lingo na kolo, inoso na mokili, ta la ne kulusu, ne kulusu, mi pesi poto bika, poto bika, bo lingo na kolo, bo lingo na kolo, inoso na mokili, la ne kulusu, ne kulusu, mi pesi poto bika, den kokanisa, bolingo moneno yo, ya mobikisi, pagina yondeko, abyangi yo, asukola yondeko, bolingo na masiya, abyangi yo, yondeko, bolingo na kolo, bolingo na kolo, inoso na mokili, ta la ne kulusu, ne kulusu, mi pesi poto bika, bolingo na kolo, bolingo na kolo, inoso na mokili, la ne kulusu, ne kulusu, la ne kulusu, ne kulusu, Kala bolingo na Yesu, ne kulusu, makila etanga kipon na yo moninga, eko yaka lelo, kulusu, Kala bolingo na Yesu Kristo, makufa kimpon na yo, pon na yo, pon na yo, neko yaka lelo, neko yaka kobila masiya, Yes, atondi na bolingo neko, no, ne kulusu, la ne kulusu, ne kulusu. Voilà donc un très très beau morceau. Je ne sais pas si vous voulez nous traduire. Je ne sais pas si vous avez cerné la langue en question, mais en tout cas j'aime beaucoup cette musique. Je disais, qu'est-ce que vous pensez de cette musique? Est-ce que vous pouvez nous traduire un petit peu ou... Je n'ai pas bien suivi la chanson, mais elle est en lingala. Mais elle est une chanson assez simple, comment dire, la old school, l'ancienne école des chants à tendance protestante et tout ça. Mais je n'ai pas suivi la chanson. Absolument. La question je voudrais vous poser, est-ce qu'un tel projet suppose un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être? En gros, cela demande beaucoup de diplomatie. C'est la plus grande qualité qu'il faut avoir lorsque vous abordez une telle question. Il faut vraiment être un négociateur. Il faut être quelqu'un un bon diplomate, quelqu'un qui sait être équilibré, tempérant, patient, surtout sage. Parce que, comme on l'a dit, c'est des questions d'abord très difficiles à aborder. Il faut trouver les mots pour les aborder. Avant même les mots, il faut trouver la manière de l'aborder. Et à cette manière, vous associez les mots. Il faut éviter d'être dur dans les mots. Il faut savoir que ces genres de questions touchent plusieurs personnes. Comment les mettre ensemble? Comment les avoir? Et même quand vous les avez, comment mettre ensemble? Parce que dans certains cas, je me retrouve avec des personnes, qu'ils soient d'ordre social, qu'ils soient officiels ou non officiels, qui sont des gens qui ne devraient pas être sur la même table. Et des fois, c'est très difficile à gérer.
Et même lorsque là où on est, il faut gérer les humeurs, il faut gérer ceci de mon propre personnel, je dirais pas en termes de personnel, mais de mon propre staff de la fondation. C'est pas non plus facile. Et même le Seigneur nous soutient. Vous savez, lorsque le Seigneur vous donne une vision, il vous donne aussi les valeurs morales. Il vous le donne pas, il vous prépare en fait à développer les valeurs morales et humaines suffisantes pour gérer. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. Il m'arrive de m'énerver, il m'arrive de sentir une forte pression. Mais à cela, je travaille aussi pour avoir des collaborateurs qui tiennent. Par exemple, nous sommes venus à 6 dans le staff. Certains ne sont pas venus parce qu'on n'avait pas les moyens de les amener. C'est vrai que le gouvernement avait financé le voyage, mais bon, le temps que les moyens sortent, nous, on devait déjà quitter. Donc, le comptable est resté, qui devait être avec nous, et a dû rester pour régler toutes ces questions. Voilà, les questions d'ego aussi, parce que au-delà de tout ce qu'on en fait, c'est aussi un truc, c'est aussi un projet qui braque beaucoup de caméras sur moi. Il faut aussi savoir gérer les ambitions des uns et des autres, parce que certains viennent, c'est vrai, mais ils veulent aussi faire leur place au soleil directement. Vous investissez dans un tel projet, certains pensent qu'il faut les payer comme un boulot normal, alors que c'est du bénévolat que nous faisons, que je fais. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que je perds, mais j'investis une partie de mon argent dans cette histoire. Donc, c'est vraiment un projet très complexe. Mais par-dessus, tout comme je l'ai dit, gérer les politiques, ce n'est pas quelque chose de facile. Les ministres, les conseillers de ceci, de cela. Et le Congo, par exemple, est un pays hautement politique et administratif. C'est-à-dire que lors des réunions, lors des manifestations, il faut tout régler à la lettre, discuter au préalable avec les staffs de tel ministre que vous faites venir. Il faut avoir des réunions préparatoires, il faut veiller sur leur sécurité. C'est vrai, il faut discuter des aspects sécuritaires. C'est eux qui vont assurer, mais il faut veiller sur ça. L'endroit que vous organisez un événement doit être sécurisé. Il doit être un endroit qui ne crée pas des ennuis. Il faut travailler avec les services des renseignements pour que, voilà, qu'il en soit sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que des gens peuvent vous infiltrer, créer des soucis aux officiels. Il faut travailler avec leurs protocoles, parce que il y a des questions de fois des préséances. Telle personne ne doit pas parler avant telle autre ne doit pas parler après telle. Je vous assure que c'est du point de vue organisationnel, il faut avoir des gens solides. J'ai vu des gens pas craquer, mais n'être pas capables. Et d'ailleurs, dans le staff, après l'événement que nous avons organisé avec la conférence, on a dû remanier le staff. Certaines personnes à qui nous avons donné certaines charges, nous les avons déchargées parce que ils avaient montré les limites dans la gestion de leur position, alors que le projet a pris encore une autre allure. Et d'ailleurs, pour ce voyage, nous n'avons pris qu'un groupe restreint, des gens très matures, parce qu'on savait qu'on allait avoir des problèmes de gestion avec tous ces ministres que nous avons et tous ces officiels. Il fallait vraiment avoir des gens qui soient matures. Et donc, je travaille comme ça pour former du personnel, travailler sur leur caractère, pas forcément sur leur diplôme, mais sur leur caractère surtout, parce que c'est des fois pas facile. D'où cette question, je la laisse en suspens, je vous la pose et vous réfléchissez dessus et je vous pose une autre question. Comment vous conciliez votre ministère pastoral et ce projet? Je ferme la parenthèse, je laisse la question pour tout à l'heure, mais la question que je voudrais vous poser au préalable, c'est est-ce que vous avez justement rencontré des personnes pour vous dissuader d'entamer un tel projet? Oui, non, pas de manière ouverte, mais beaucoup de questions sur mon pastorat. Quelqu'un m'a même dit que je devais laisser ça et me concentrer à prêcher l'évangile. Quelqu'un m'a même dit que j'étais sur la voie de la perdition. D'autres ne voient pas pourquoi est-ce que je m'intéresserais à des questions comme ça en m'affichant avec des chefs coutumiers. Voilà, c'est des fois des questions en fait assez bizarres. Voilà, mais écoutez, vous savez, l'évangélisation, c'est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, j'ai lancé un projet au niveau de mon pays. Je vous assure, c'est tout le monde qui en parle. Même à la présidence de la République, les gens en parlent. Il y a simplement des choses que je ne peux pas dire sur une antenne de radio. Je vous ai dit, à cause de la conférence, de la vision que j'ai amenée, nous sommes à la frontière congolaise vers l'Angola, avec 4 ministres
et je vous dis 4 ministres, un conseiller du président et plein d'autres officiels à différents niveaux. Une question impertinente. Une question impertinente. Allez-y. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que c'est un pasteur qui l'a amené ce projet. Pas seulement un pasteur, c'est un enfant de Dieu avant tout. Et la personne qui dirige le comité scientifique du projet Route des esclaves, le projet UNESCO Route des esclaves en RDC, dites-vous bien, c'est aussi un pasteur. Donc les 2 personnes qui mènent la cadence dans ces trucs, ce sont des hommes de Dieu. N'est-ce pas un sujet de fierté de montrer que on peut être chrétien et être des hommes de valeur? Je crois qu'il faudrait que les chrétiens nous prient pour nous, mais aussi nous soutiennent financièrement parce qu'en termes de chrétiens, nous critiquons 2 fois beaucoup, sans tendre la main, mettre la main à la pâte. J'ai encore une question assez impertinente et qui n'est pas forcément une question impertinente de ma part, mais comme je sais que vous êtes, vous en tant que diplomate, vous êtes en capacité de ne pas répondre à la question, en tout cas de répondre de manière très subtile et de manière très intelligente. Ma question, est-ce que, parce que la question que je vais vous poser a trait à celle que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que vous avez rencontré des personnes pour vous dissuader d'entamer ce projet, mais est-ce que vous ne risquez pas d'être tenté tenté entre guillemets de glisser par une proposition peut-être pour avoir plus d'impact, d'intégrer un ministère particulier pour pouvoir avoir plus d'impact? Est-ce qu'il n'y a pas je ne dirais pas cette tentation, mais cette possibilité? Ministère, quand vous parlez de ministère, vous faites allusion à quoi? Je ne parle pas de ministère prophétique, je parle de ministère dans un cadre administratif précis pour avoir de l'impact en haut lieu dans son pays. Mais moi, je crois que ce n'est pas un problème. J'ai fait des études universitaires aux États-Unis qui me donnent justement ces capacités. La preuve, c'est que j'ai lancé un projet et qui tout le gouvernement. Je vais vous dire vrai. Vous savez que le projet que nous avons lancé entre dans le cadre de la présidence congolaise de l'Union africaine, parce que le président congolais est actuellement le président de l'Union africaine. Et sa présidence est tournée autour de la culture. Le thème, c'est culture, art et patrimoine. Et ce que nous proposons comme projet, c'est que ça entre exactement dans ce cadre-là. Écoutez, je le fais déjà gratuitement. J'offre des propositions qui font avancer le pays. Et si en plus de ça, les gens peuvent dire, bon, tu continues à le faire, mais nous te payons, en quoi est-ce que c'est mal, quoi? Je ne vole personne, je travaille. De mes idées, je reçois de l'argent qui peuvent permettre de financer mon ministère et prendre en charge mes enfants. Je ne sais pas s'il y a du mal à ça. S'il y a du mal, réponds-moi. Non, mais donne-moi ton avis. J'avais bien dit que c'était une question impertinente, c'est-à-dire que parce que moi le problème. Je crois qu'à un certain moment, n'y a-t-il pas des pasteurs médecins? N'y a-t-il pas des pasteurs économistes? Pourquoi est-ce que lorsque j'étudie, je suis intelligent et que j'implémente une idée que les gens qui fait bouger les choses, pourquoi est-ce que je gagnerais pas ma vie du talent que Dieu m'a donné? Donc, vous savez, de manière concrète, bon, là, comme je vois que vous... Je pense que de manière concrète... Non, je disais pour expliciter un peu ma question, parce que je vois que ce n'est pas forcément une question impertinente de ma part. Je vais être assez concret. Si demain, on vous propose d'être ministre de la Culture au Congo, est-ce que vous accepteriez ce ministère? Je veux vous dire, par exemple, vous savez que l'actuelle ministre de la Culture de la RDC, Madame Catherine Katungu, je crois si je ne me trompe pas de son nom, elle est chrétienne et elle est même fille de pasteur. Elle est chrétienne. J'ai eu l'occasion, lorsqu'elle m'a reçu en son audience pour une séance de travail, de prier avec elle dans son cabinet de ministre. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Le président congolais est chrétien, il ne le cache pas. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Nous lisons la Bible, nous parlons de David qui était roi, nous parlons de Joseph qui était premier ministre, nous parlons des gens comme les Néhémie qui ont rebâti des choses. Mais quand ça nous concerne, nous-mêmes, on veut spiritualiser les choses. Je crois qu'il y a un truc qui colle pas. Paul, le tout-puissant Paul, était entrepreneur. Voilà. Je crois avoir répondu à la question. Oui, absolument. Mais j'avais dit que c'était une question impertinente de ma part. Donc, d'où cette question que j'avais laissée en suspens avant de poser peut-être une dernière question. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Donc, de manière concrète, comment vous conciliez justement votre ministère pastoral et tous ces projets? Je crois d'abord que le fait que je ne dirige pas, que je ne sois pas pasteur principal d'une église est un atout. Absolument. Parce que si j'étais pasteur principal d'une église, ça aurait été un problème.
Donc, c'est la première des choses. Et là, la question allait vraiment se poser. Le fait que je ne dirige pas une église de manière permanente me donne beaucoup de liberté de travail. Je continue à prêcher normalement. C'est vrai que j'avais pris un peu de moments de repos parce que j'étais fatigué. Et d'ailleurs, dans ce projet, dans ce voyage, ce n'est pas moi qui dirige les choses, c'est le gouvernement congolais. Moi, j'avais lancé le projet. Et dans cette phase, c'est le gouvernement congolais qui organise. C'est ce qui m'a donné un peu un moment de repos. Mais je continue à prêcher. Et d'ailleurs, je veux vous dire, Pasteur Jules, vous savez, ce projet m'a permis d'entrer dans des endroits que je ne pouvais pas entrer. Et en entrant dans ces endroits, j'ai distribué des livres gratuitement à certains officiels. Et l'évangile est prêché. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain, donc c'est vrai qu'on va peut-être, on n'aura pas l'occasion d'en parler ce soir, mais voilà. Surtout, ma dernière question, puis après je vous laisse un petit peu faire la synthèse, nous parler vraiment en long, en large de ce qu'on n'a pas pu évoquer ce jour. Donc, quelle est justement la place de la communication pour réussir un tel projet? Parce qu'on sent que vous êtes là-dedans, dans la communication, dans la manière de communiquer. Donc, quelle est la place pour vous de la communication dans ce projet? Elle est tellement importante parce que vous avez beau avoir des bonnes idées dans votre tête pour que les gens vous accompagnent, peuvent comprendre ce que vous avez dans votre tête. Même si elle est très ingénieuse, mais il faudra trouver les mots adaptés pour que les gens vous suivent. Et c'est comme ça que je me suis entouré des professionnels. Au-delà du fait que je parle bien, je peux résumer une pensée. Je me suis entouré des professionnels. Ma directrice de communication a été correspondante de RFI pendant longtemps. Elle a travaillé pour des grands médias ici au Congo. C'est elle qui me dit, là on y va pas, ça on le fait pas. Parce que être intelligent est une chose, mais parler dans les médias, c'est une autre chose. Donc, je me suis entouré des gens qui connaissent leur travail. Pour les événements, il y a pour le comptable, par exemple, le comptable de la fondation. Le monsieur a travaillé pour plusieurs banques. Il était expert en matière de crédit bancaire. Donc, il sait exactement comment diriger une entreprise pour que l'entreprise soit viable et reçoive un financement d'une banque. Voilà, je me suis entouré. En fait, au-delà de mes idées, au-delà de ce que je suis, au-delà de ce que je sais faire, j'ai accepté de me faire coacher dans certains domaines par ceux qui savent faire leur travail. J'ai estimé que, voilà, je sais, c'est bon, mais là, pour tel domaine, c'est tel qui fait les choses. Et s'il faut prendre des décisions, c'est vers lui qu'il faut aller. En gros, vous nous dites il faut trouver les bonnes connexions, parce que ce mot-là, vous l'avez beaucoup employé. Je crois que d'ailleurs, il y a un de vos livres qui en parle. Donc, pour vous, il faut trouver la bonne connexion, donc trouver la bonne personne. D'abord, trouver les bons collaborateurs. Il y en a plusieurs qui sont venus, qui sont partis. Je dirais pas les meilleurs, mais ceux qui étaient flexibles à avancer avec nous sont là. Certains sont partis, d'autres sont venus et d'autres sont toujours là. Mais par-dessus tout, pour que ce projet réussisse, il faut, je vais surprendre les gens, vous savez, lorsqu'on a reçu ce projet via notamment des dons spirituels. Lorsqu'on est bloqué, je vais me faire en prière. Je prie jusqu'à ce que Dieu me parle, me dise ce qu'il faut faire. Et bien souvent, c'est une parole prophétique que je reçois. Le Seigneur me dit, vas-y, fais ceci, vas-y, fais cela. Le jour où j'ai reçu un appel d'une entreprise assez bien cotée ici, qui m'a appelé pour dire, écoutez, on veut financer le deuxième événement. J'étais en prière la veille, demandant au Seigneur qu'est-ce que j'allais faire. Parce que je sentais comme si j'étais bloqué. En fait, dans ce que nous faisons, nous vivons la vie des dieux et nous manifestons les œuvres de l'esprit. Vous savez, les choses de Dieu, c'est pas seulement alléluia dans l'église. C'est aussi vivre. Et je vous dis, c'est intéressant de voir qu'un homme de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu, peut lancer un projet et tous les gens, qu'ils soient chrétiens, païens, et même des chefs coutumiers qu'en Afrique de foi, qu'on assimile à des gens avec des fétiches, sont derrière et veulent vous écouter parce que vous les trouvent intéressants. Je crois que c'est Jésus qui est honoré, Jésus qui est glorifié. Donc voilà, nous allons amorcer notre descente. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc en guise de conclusion, Pasteur Éric Impion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nous puissions retenir à travers ce projet? Qu'est-ce que vous attendez de nos amis auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir? Donc on vous laisse pleinement la place et d'ores et déjà nous saluons très fraternellement toute l'Afrique, puisqu'à travers vous nous sommes là en direct avec l'Afrique, avec la mère Afrique. Merci pour cette
cette opportunité aussi que vous nous donnez à nous reconnecter. Je crois que c'est le mot que vous avez employé à plusieurs reprises, se reconnecter avec la mer en quelque part. Donc, merci pour cette invitation et merci aussi de nous donner d'ailleurs, j'avais lu un livre pas très longtemps, Le désir d'Afrique. Merci de nous donner ce désir d'Afrique et nous savons que tôt ou tard, l'image de l'Afrique que nous avons intériorisée pendant des décennies se changera. Je crois que l'objectif à travers ce projet que vous faites aussi, c'est de changer l'image de l'Afrique, mais nous savons que l'Afrique, c'est là où coule le lait et le miel. Ça, on ne l'a pas oublié puisque c'est marqué dans notre Bible. Donc, Canaan, c'est là où coule le lait et le miel et nous comprenons cela très très bien. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nous puissions retenir? Ce que nous voulons, c'est que le Congo ouvre ses portes à tous celui qui veut venir et principalement aux personnes d'ascendance africaine, parce que les Nations Unies comptent à comptabiliser à peu près 200 millions de personnes d'ascendance africaine vivant dans le monde. Et donc, le Congo souffre. Et étant donné que 45 à 60% d'esclaves déportés d'Afrique viendraient de la région du Congo, le Congo se dit, elle est prête à vous recevoir. Et nous travaillons là-dessus. Et j'aimerais faire un appel ouvert à toute personne qui serait intéressée à venir au Congo de le faire, mais aussi à toute personne qui pense qu'il peut être une connexion pour nous faire avancer, qu'il soit individu ou organisation, de nous venir en aide, de nous contacter via notamment la radio FM Espoir. Mais sinon, vous pouvez aussi est-ce que vous pouvez donner aussi vos points de contact puisque vous êtes une association officielle, donc est-ce qu'on peut avoir les points de contact? Oui. Il suffit simplement de taper Eric Impion Foundation en anglais. Eric Impion, c'est E-R-I-C. Impion, c'est I-M-P-I-O-N. Foundation en anglais avec F-O-U-N-D-A-T-I-O-N. Vous nous aurez. Ou carrément contacter la radio FM Espoir. Ils ont tous nos contacts, ils peuvent nous contacter. Donc nous voulons en fait, pour terminer, ça sera mon mot de la fin, nous voulons en fait entrer en contact avec les associations qui travaillent dans le cadre du patrimoine en Martinique, en Guadeloupe, un peu partout dans les Antilles, parce que nous voulons justement créer ces brèches, ces passerelles. Nous ne voulons pas rester dans le parole, nous voulons agir et nous voulons pour tous ceux qui veulent visiter le Congo, le prochain événement sera d'ici le mois de novembre. Nous allons faire pour que les visas soient obtenus facilement et un grand colloque va être organisé à Kinshasa avec l'appui de l'UNESCO et de la présidence de la République congolaise pour que nous puissions parler. Toutes ces questions que vous avez, vous pouvez les poser physiquement, vous pouvez proposer des choses en venant à Kinshasa. Tout le monde est les bienvenus, les modalités, nous pouvons les discuter en privé. Mais nous invitons les associations et toutes les personnes ressources que vous avez à entrer en contact avec nous parce que nous pensons que nous devons arrêter de pleurnicher sur notre sort, mais plutôt se réunir sur des projets et les réussir. Voilà. Est-ce que vous nous dites aussi, en cours ou de manière explicite, on est encore sur cette terre et pendant qu'on est là, on doit travailler? Voilà, donc nous faisons notre part. Merci, pasteur Eric Impion. Merci pour l'Afrique. Merci de nous avoir mis en connexion avec ce pays. Merci parce que nous étions aussi en présentiel et c'est pour nous un véritable plaisir. Et puis, on vous rappelle que c'est aussi votre espace de réflexion. Donc, à n'importe quel moment que vous souhaiteriez intervenir, je me tiens à votre disposition comme on a toujours dit parce que c'est pour nous un véritable plaisir d'être en discussion avec vous et nous constatons de manière palpable et de manière tangible l'évolution du travail que vous faites et vous avez cette capacité, cette sagacité, cette perspicacité de mettre en action ce que vous dites et vous avez cette capacité de joindre la parole à l'acte et je crois que c'est dans ce sens que nous sommes entièrement d'accord avec ce que vous faites et notamment sur cette thématique qui est très sensible, que vous abordez avec beaucoup d'intelligence, beaucoup je dirais aussi de sagesse parce que c'est vrai que c'est un sujet
sujet sensible, notamment la question, lorsqu'on pose la question à brûle pour point comme ça, oui, on dit que les Africains ont vendu, etc. Je sais, ce sont des questions très sensibles. La question aussi de la religion est une question très sensible et vous l'avez abordée avec beaucoup d'intelligence et vous, quand même, vous acceptez l'idée que c'est une question aussi qu'il faut mettre sur la table et je vous remercie beaucoup pour cela. Hein, donc, bientôt, pourquoi pas, diplomate de là-bas. En tout cas, merci, mille merci et merci aussi à toute votre équipe, hein, puisque vous l'avez bien souligné, vous n'êtes pas seul, vous travaillez en équipe avec des personnes formées et ce que vous souhaiteriez, c'est avoir de l'impact dans ce que vous faites et nous sommes entièrement contents de vous avoir sur notre antenne, notamment dans cette émission Gospel Plus. Et je rappelle que vous êtes chez vous quand vous voulez, donc nous sommes à votre disposition. Merci et peut-être, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire et nous allons terminer justement avec un très très beau morceau pour nos amis auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir. Merci et à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres et on vous dit à très bientôt. Je vous dis bye bye. Je salue aussi Dorine pour la technique, pour tout ce travail qu'elle fait. Donc merci à elle et que nous ensemble nous puissions avancer bien sûr pour être plus efficaces. Merci Pasteur Rick Impion et je vous dis à très bientôt. Bye bye.